Bienvenue et merci d'être avec nous sur TV5 Monde pour votre nouveau numéro de kiosque, le rendez-vous de la presse française, francophone et internationale. Au sommaire, cette semaine, le centenaire du génocide arménien. Comment expliquer l'intransigeance de la Turquie d'Erdogan? Qu'en pense la société turque? Pourquoi certains dirigeants du monde ont-ils encore du mal à s'engager officiellement dans une reconnaissance de ce génocide? L'Europe face à l'urgence migratoire après l'hécatombe de ces dernières semaines en Méditerranée, les 28 tentent de trouver une réponse. Au-delà de la question humanitaire, quels sont les enjeux économiques de cette nouvelle immigration pour les deux côtés de la Méditerranée? Un condamné à mort en sursis en Indonésie, le Français Serge Atlaoui sera-t-il exécuté? Le président français en personne fait pression. Mais jusqu'où un État peut-il aller pour sauver l'un de ses ressortissants des couloirs de la mort? J'ai le plaisir de vous présenter nos invités du jour. Tout d'abord, Ariane Bonzon, journaliste indépendante, spécialiste de la Turquie. Vous pouvez lire ses articles sur le site de Slate. Martina Zimmermann est également avec nous, correspondante à Paris pour l'agence de presse allemande EPD. Hichem Ben Yaïch, rédacteur en chef du magazine de l'Afrique. Et enfin, Stefano Montefiori, correspondant à Paris du grand quotidien italien Corriere della Sera. Merci d'être avec nous sur le plateau de kiosque. 24 avril 1915, 24 avril 2015, 100 ans après, les Arméniens commémorent le génocide perpétré sous l'Empire ottoman qui a fait 1,5 million de victimes. Un anniversaire pour la mémoire, mais quelle mémoire? Reportage tout de suite en Turquie avec ce portrait d'un jeune Turc à la recherche de ses racines arméniennes. C'est un jeune homme de 17 ans, un adolescent pas tout à fait comme les autres. Car Berkin a découvert il y a quelques années qu'il n'était pas turc, mais arménien. J'entendais des gens qui parlaient dans une autre langue. Et j'ai découvert que c'était de l'arménien. J'ai senti le besoin de poser des questions aux plus vieux, j'ai essayé de les forcer à parler. Et un jour, ils ont fini par me l'avouer. Oui, nous sommes arméniens. Berkin décide alors de changer de prénom. Il s'appelle désormais Arev. Plus tard, il voudrait aussi retrouver le nom arménien de son arrière-grand-père, un nom abandonné depuis par sa famille. Pour moi, cette identité, ce n'est pas seulement un mot. C'est en moi, à l'intérieur. C'est mon identité, mon style de vie, ma façon de vivre. Ça définit tout de moi. Arev s'est donc mis à apprendre la langue de ses ancêtres. Mais pour les Arméniens, la culture, c'est aussi la religion. Alors, Arev s'est converti. Ses parents sont des Alévis, des musulmans modérés. Lui est devenu chrétien. Et c'est avec son petit frère Stepan, 14 ans, qu'il se rend chaque dimanche dans cette église d'Istanbul. Pas grand-chose n'a changé pour moi. Mon entourage est toujours le même. Mais mon frère, dans son école, ça a été plus difficile, plus tendu. Moi, mes amis ne savent pas vraiment qui je suis. C'est pour ça que j'ai des problèmes. De toute façon, il est déjà dur de vivre en Turquie. Ça, on le sait tous. Si en plus tu es arménien, c'est encore plus difficile. Voilà un reportage signé Régis Nussbaum de la rédaction de France 3. Donc il met le projecteur sur cette jeunesse turque, un cas un peu particulier, pas si particulier que ça, Ariane Bonzon. On parle de mémoire, même d'oubli dans ce portrait. On va regarder cette une de Libération cette semaine, 100 ans de solitude, 100 ans de silence aussi, et d'oubli donc, du côté de la Turquie. Oui, alors ce qu'il faut voir avec ce jeune homme, c'est incroyable, parce que en Turquie, l'une des injures, c'est de traiter quelqu'un de graine d'Arménien. Dans les écoles, on apprend que les Arméniens sont les traîtres. On n'a pas du tout révisé les manuels d'histoire. Et tout d'un coup, ce jeune homme, il découvre qu'il fait partie de cet ennemi intérieur de la Turquie. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il faut expliquer qu'il est donc descendant de rescapés du génocide.
Cette histoire-là, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement, là, visiblement, toute la famille était arménienne, s'est islamisée, mais n'a jamais abandonné son identité. Ils parlaient entre eux arméniens. C'est assez rare, ce cas-là. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est les petits-enfants de grand-mère arménienne qui découvrent souvent, à quelques mois de la mort de la grand-mère, qui leur avoue, voilà, j'ai été arménienne, j'ai été kidnappée, j'ai été servante au moment du génocide, j'ai été servante dans une ferme et j'ai dû épouser, on m'a même mariée de force avec un Turc, et après elle n'a plus rien dit, ça a été le silence. Et là, ils découvrent ces racines-là. Donc ils sont à la fois turcs, à la fois arméniens. Et vous imaginez le problème d'identité au niveau de la famille, c'est un secret de famille, mais au niveau de l'État, c'est aussi un secret d'État, tous ces Arméniens islamisés. On a l'impression aujourd'hui que la parole est en train de se libérer en Turquie. Vous-même qui avez vécu longtemps sur place, vous êêtes d'accord avec cela ? Alors, le tabou se lève, l'interdit Attention. Ce qui est sûr, c'est qu'une certaine élite, une certaine élite intellectuelle, une certaine jeunesse, on dit qu'un dernier sondage disait que 9% des jeunes, si vous voulez, ou des Turcs d'ailleurs, étaient pour la reconnaissance du génocide. Donc c'est pas énorme, mais il y a un mouvement dans la société civile. Je crois que chez les jeunes, justement, c'était 30%. On sent que chez les jeunes, c'était... Il y a un mouvement dans la société civile qui est amplifié grâce, j'allais dire, à la partie kurde. Vous savez quand même que les Kurdes ont été souvent le bras de l'épée, et c'est eux souvent qui ont liquidé, si je puis dire, les Arméniens, qui ont été l'instrument. Et c'est eux, paradoxalement, qui font le plus gros travail de mémoire. Alors, pour des tas de raisons, en particulier parce qu'ils veulent s'opposer un peu à l'État turc, parce qu'il y a une réflexion sur les minorités, parce qu'ils ont envie d'avoir une certaine autonomie. Donc c'est aussi une autonomie politique, identitaire. Mais ils font un gros travail. Alors à partir du moment où les Kurdes, qui sont quand même 20% de la population turque, font ce travail-là, on peut dire que c'est pas marginal. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a une grosse tendance ultranationaliste en Turquie, j'allais dire islamo-nationaliste actuellement, et que là, pour tous ces gens-là, il n'est même pas question de réfléchir à ce que ça pouvait être un génocide. Cette semaine, un journal turc, de l'opposition turque, a publié à sa une un titre en arménien, « Plus jamais ça ». On aurait pu imaginer ça il y a encore quelques années ? Non, et d'autant plus que c'est pas n'importe quel journal turc, c'est le journal kémaliste. C'est-à-dire le journal, si vous voulez, qui s'inscrit dans la continuité de la République, de la fondation de la République. Or, ce génocide, qu'est-ce que ça a été ? C'est l'acte fondateur de la République turque. C'est-à-dire, c'est un nettoyage ethnique, si vous voulez, pour construire une nation. On est à la période des grands États-nations. Et on veut construire une nation turque, musulmane, sunnite, si possible. Et les chrétiens n'y ont pas leur place. Donc voilà le fondement de la République. Or, ce journal, Cumhuriyet, est le journal de la République, en fait, si vous voulez, dans la tradition. Donc, qu'il ait dit plus jamais ça, c'est très important. Alors du côté de l'État turc, évidemment, aucun changement de position. Le président Erdogan a fait des condoléances l'année dernière, réitéré cette année. Il peut aller plus loin ou pas ? Alors là, je vais peut-être vous troubler parce que je sais que tous les journalistes disent quand même c'est scandaleux, qu'ils reconnaissent pas le génocide. Mais la Turquie, c'est pas comme... Je crois que je l'ai expliqué, là, la Turquie, c'est pas comme les autres pays. S'il reconnaît les génocides, il va falloir qu'il y ait des réparations. Donc, il reconnaîtra les génocides, s'il le reconnaît un jour, une fois quand même qu'ils seront allés assez loin dans les négociations de réparation. Et les négociations vont se faire d'État à État entre la Turquie et l'Arménie. C'est-à-dire que c'est un vrai problème géopolitique à plusieurs joueurs, à plusieurs boules sur le billard, la Russie, l'Azerbaïdjan. Donc ça va être très compliqué. Donc accuser, si vous voulez, la Turquie de ne pas reconnaître le génocide, c'est peut-être pas tout à fait bien connaître quand même les données du problème, même si c'est choquant. Il est en campagne, le président Erdogan, il y a des élections bientôt. Et alors, coïncidence ou pas de calendrier, le 24 avril, jour du centenaire du génocide arménien, il a décidé, lui, de commémorer une autre fait d'histoire. Il a avancé d'une journée la date de la bataille des Dardanelles. Et là, il était entouré aussi du prince Charles et du Premier ministre australien. C'est un geste de provoque, on peut le considérer comme ça ? C'est un geste très maladroit, tout de même. C'est un geste très maladroit. Il avance d'un jour, là, ça ne trompe personne. C'est pas... Alors, cela dit, ça a été un peu un bide aussi. Toutes les chefs d'État qu'il espérait ne sont pas venus. Merci Ariane Bozon de nous avoir éclairé sur cette histoire et cette réalité aujourd'hui. On va poursuivre notre tour de table. Hichem Ben Yaïch, est-ce qu'on a suivi
vous êtes de la presse africaine. Est-ce qu'on a suivi en fait, ce génocide Génocide, évidemment, le terme aujourd'hui est aussi utilisé pour d'autres faits d'histoire sur le continent africain. Oui, mais en tout cas, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Et je compléterai pour dire la complexité de l'attitude turque par rapport à cette question-là. La logique d'État veut que le passé ottoman n'est pas concerné par le présent turc. Et cette logique d'État exclut cette partie de la mémoire, parce que quand on visite ce pays, on voit que c'est un abrégé de l'Empire ottoman, en termes de la sociologie, en termes de population. Et le fil conducteur de tout cela, c'est le nationalisme qui a été forgé par Kemal Atatürk. Et le modèle turc a été bâti et inspiré beaucoup par la Révolution française. Et on voit, moi j'ai moi-même rencontré un Osmanli, c'est-à-dire quelqu'un qui avait 80 ans et qui m'avait parlé de l'époque de l'Empire ottoman. Donc le passé est très lourd. Aujourd'hui, comment gérer cette histoire-là ? Erdogan, aujourd'hui, en position de faiblesse. Je pense qu'il y a... les rapports de force sont en train de changer. Je pense qu'il va y avoir une négociation, une vraie négociation autour de cette question-là. Et la reconnaissance va être un processus très, très lent. Alors, pour les commémorations du 24 avril à Erevan, peu finalement de dirigeants étaient sur place. François Hollande était sur place, Vladimir Poutine, le président chypriote également. On attendait peut-être l'Allemagne, ça aurait été un geste fort, mais Angela Merkel n'y est pas allée. Où en est-on au niveau de la reconnaissance du génocide en Allemagne ? Parce que l'Allemagne, on va peut-être en discuter aussi, a une situation un peu compliquée vis-à-vis de ce génocide. Oui, alors l'Allemagne a envoyé quand même un secrétaire d'État à Erevan pour participer, donc c'est pas un geste très fort. Mais par contre, l'Allemagne a mis 100 ans pour parler de génocide et reconnaître que c'était un génocide. Ce fut fait ce jeudi par le président allemand, Joachim Gauck, qui, lors d'une cérémonie dans la cathédrale de Berlin, donc, a employé ce mot génocide et parlait aussi de la complicité allemande dans ce génocide, parce que les Allemands, donc l'Empire allemand à l'époque, c'était le meilleur allié de l'Empire ottoman. Berlin n'était pas seulement au courant de ce qui se préparait et de ce qui se faisait. En témoignent des dépêches, des télégrammes de l'ambassadeur de l'époque en Turquie. Il y a un tas de documents dans les archives qui parlent de ce génocide, mais les militaires allemands aussi, donc ils formaient des militaires turcs et ils ont participé au planning, si on veut dire, et puis en partie aux déportations. Donc ça, le président allemand l'a reconnu. Et le vendredi, il y a eu dans le Bundestag, dans le Parlement allemand, aussi un grand débat sur la question. Les députés étaient clairs, le mot génocide est passé. Ils devraient voter une résolution sous peu, mais là, il se pourrait qu'on parle plutôt de dynamique génocidaire. C'est un petit... plus subtil et peut-être moins fâcheux pour la Turquie, parce qu'en fait, donc Angela Merkel, elle était au Bundestag et aussi le ministre des Affaires étrangères, mais ils n'ont pas pris la parole. Il y en a certains qui ont regretté que le gouvernement a laissé passer cette possibilité, mais le gouvernement officiellement a seulement appelé à la réconciliation entre l'Arménie et la Turquie. Il y a une forte communauté turque en Allemagne. Est-ce que cette question reste polémique et difficile à... En fait, pourquoi l'Allemagne a mis si longtemps ? Il y a plusieurs raisons. Parce que, par exemple, les États-Unis, l'Angleterre, etc., ils n'ont toujours pas reconnu, un peu pour les mêmes raisons. La Turquie, c'est un partenaire dans l'OTAN, on a besoin de lui. En Allemagne, en plus, donc, avec 3 millions de Turcs, il y a une forte communauté. Et il y a 42 000 Arméniens, donc ça, c'est une raison. Il y a des raisons plus profondes par rapport à l'Allemagne. Il y en a une, c'est la peur de, si j'ose dire, de faire ombre à l'Holocauste ou à la Shoah, c'est-à-dire de relativiser en reconnaissant ou en parlant d'autres génocides. Et puis, il y a une qui est moins
avouable ou moins joli à dire, c'est qu'il y a eu un autre génocide, justement, que l'Allemagne a carrément occulté pendant longtemps parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient eux-mêmes un empire colonial. Et c'était le génocide des Herero et des Nama en Namibie, enfin en ce qui est aujourd'hui la Namibie, ce qui était l'Afrique sud-ouest, et donc colonie allemande. Qui était au tout début du siècle, c'était 1904. 1904 jusqu'en 1908. Alors il y avait une révolte Herero. Le général allemand qui menait la répression sanglante, donc il a envoyé ceux qui ont survécu déjà à la répression dans le désert où ils mouraient de faim et de soif. Et il a donné ensuite l'ordre de tirer sur chaque Herero, qu'il soit armé ou pas. Et aussi, c'est pour ça que c'est important ces détails, parce que ça montre l'intention de génocide, en fait, pour la définition. Et il a même, dans les journaux en Allemagne, on pouvait lire qu'il avait l'intention d'éliminer cette nation. Voilà. Et visiblement, les mêmes militaires allemands étaient aussi ceux qui étaient après en Arménie, et une sorte de continuité après jusqu'à cette phrase de Hitler qu'on lui rappelle, qu'on lui prête, puisqu'il y a encore discussion. Il l'aurait dit la veille d'envahir la Pologne. Faisons comme la Turquie, qui se souvient aujourd'hui du génocide arménien. Exactement, qui se serait inspiré donc du génocide arménien. Et en ce qui concerne donc les Herero, il y a 80% de cette tribu ou de cette ethnie et la moitié des Nama qui ont été donc tués. Ça fait 80 000 personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne veut reconnaître une responsabilité historique et morale, mais pas que ce soit un génocide. On poursuit notre tour de table avec l'Italie. L'Italie, on sait que ça a été... On va parler du Vatican tout d'abord, puisque ça a été le geste fort du mois d'avril, le geste du pape qui a donc publiquement parlé de génocide. C'était lors d'une cérémonie justement avec les représentants de l'Église orthodoxe arménienne, chrétienne arménienne. Mais l'Italie, pour le coup, même attitude, un peu entre les deux. N'a pas suivi. Avant les célébrations du 24 avril, elle est restée plutôt prudente. Bien sûr, on reconnaît que des massacres ont eu lieu, mais le gouvernement a rappelé qu'il faut laisser faire le travail aux historiens. Ce n'est pas l'État de déclarer une fois pour tous s'il y a eu un génocide ou pas. C'est une position plutôt faible, à mon humble avis, parce que le travail des historiens, bien sûr, doit continuer. C'est à eux de vérifier des choses, mais apparemment, les faits sont déjà éclairés. Donc, c'est difficile de continuer à dire il faut étudier le cas. Le cas est déjà suffisamment étudié. Il y a des vérités historiques qu'il faudrait reconnaître. Le pape l'a fait. À mon avis, c'est provoqué une brouille diplomatique très intéressant sérieuse entre Ankara et le Vatican. Voilà, Erdogan l'a quasiment recadré en disant je condamne le pape, il a commis une erreur. Mais c'est intéressant le pourquoi le pape, finalement, ces jours-ci, dans ce contexte géopolitique historique actuel, a prononcé le mot génocide, probablement. Dans l'interprétation, on pense qu'il a fait pour évoquer d'autres possibles massacres qui sont actuellement en cours des chrétiens. Alors, même le président François Hollande y a fait référence dans son discours lors des commémorations à Erevan. On ne peut pas faire ne pas faire ce rapprochement aujourd'hui. Bien sûr, et c'est ce qui donne toute l'ampleur à cette commémoration, c'est que les hommes ou les femmes décapités, les femmes réduites en esclavage, tout ce qu'on entend dire sur ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Libye, en Égypte. 2015, 1915, là encore, il y a une sorte de répétition. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant avec le pape, c'est qu'en vérité, c'est pas nouveau. En 2001, il y avait une déclaration sur papier. Ce qui est nouveau, c'est que, donc son prédécesseur l'avait fait, ce qui est nouveau, c'est qu'il l'ait fait dans une église. En revanche, la déclaration de l'Allemagne, c'est vraiment la grande nouvelle. On attendait un geste fort de l'Allemagne et d'Israël. Israël n'a pas reconnu. Alors la question que j'ai envie de vous poser, il ne faut pas se fâcher avec la Turquie, parce qu'on attendait aussi la promesse de Barack Obama, c'était durant sa campagne. Il avait promis aussi de condamner, de reconnaître et de condamner la Turquie, du coup de reconnaître le génocide. Là, cette semaine, il a parlé de carnage, mais là aussi le terme génocide n'a pas été prononcé. Alors, c'est la réelle politique et c'est aussi un moyen de pression. C'est-à-dire qu'ils sont très vulnérables finalement, les Turcs.
Je vais vous raconter une petite histoire. Quand le président Erdogan est venu il y a quelques mois parler en France, il se trouve qu'après, j'ai parlé avec un de ses conseillers. Et il y avait une petite séance avec des journalistes. Enfin, c'était une grande conférence. Il y avait 3 ou 4 journalistes. Et le conseiller m'a dit, ouf, personne ne nous a posé de questions sur le génocide. En fait, tout était très organisé, planifié. Si vous voulez, ils ont quand même cette épée de Damoclès. Et j'imagine qu'Israël et les États-Unis peuvent jouer aussi avec ça. On s'est rendu compte une ou deux fois où un certain nombre de positions de M. Erdogan ne plaisaient pas à M. Obama. Hop, ils disent attention, on va peut-être pas se retenir sur le génocide. Une sorte de levier. Donc il y a ça. Le problème d'Israël, et vous l'avez évoqué, c'est tout le problème de la Shoah. Alors, et c'est aussi le problème aussi des Turcs qui disent non, attention, nous, c'est pas la Shoah. Ils veulent absolument, et pour eux, c'est très important de faire la différence. Et je crois que bon. C'est pas comparable. Et c'est pas comparable. Hein, ça c'est bon. D'abord, c'est pas la même époque. Enfin bon. Mais cela dit, c'est pour ça que la position allemande, s'il n'y avait qu'une chose à mon avis à retenir, ça serait non seulement la prononciation du mot génocide, mais aussi dire on est aussi responsable. On a une co-responsabilité. Et ça, c'est très important. On va terminer sur ce dossier consacré au génocide arménien cette semaine avec ce dessin de Kroll. Voilà, qui du coup nous amène au sujet suivant. S'il y a des Arméniens parmi vous, bon anniversaire. Voilà, dessin de Kroll publié dans le quotidien Le Soir. Le sujet suivant maintenant dans Kios. Eh bien, écoutez, c'est une tragédie dont nous parlions déjà dimanche dernier. Ces centaines de migrants morts, noyés en Méditerranée. Un naufrage de plus, pourrait-on dire, qui n'a pas empêché d'autres bateaux de prendre la mer cette semaine. Chaque jour, des milliers de migrants tentent leur chance au péril de leur vie. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un d'entre eux. Dès le départ, on n'avait pas de place à bord. Et encore maintenant, je ne peux pas regarder l'eau. Ça me donne des cauchemars. Au moins 16 personnes sont mortes sur le bateau. Et ces morts, ils étaient jetés par-dessus bord pour avoir un peu plus de place. Tout le monde se battait. Derrière moi, il y avait une dame qui a essayé de m'aider parce que j'arrivais plus à respirer. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'hôpital. On m'a dit que j'étais à Lampedusa. Voilà, la parole, on en parlait il y a un instant par rapport au génocide arménien. La parole est importante, ce témoignage est important et l'Europe s'est donc réunie cette semaine à Bruxelles pour tenter de prendre des décisions, pour tenter de mettre fin à cette hécatombe en mer Méditerranée. Décision prise, tout d'abord, multiplier par 3 le budget alloué à Frontex, l'agence qui s'occupe de secourir et de surveiller ce qui se passe en Méditerranée. Mais sur le plan politique, alors, pas vraiment d'avancée, un projet peut-être détruire les bateaux des migrants avant qu'ils partent de la Libye. Alors regardez ces unes. Tout d'abord, on va voir celle de la Libre Belgique. L'Union assure le service minimum. Ou encore, sur le site du Point, on peut lire beaucoup de bruit pour rien. Alors, je me retourne vers vous, Stefano Montefiori, puisque c'est l'Italie qui se retrouve en première ligne. Vous aussi, vous trouvez que ce sommet a été décevant au niveau des décisions qui ont été prises? Oui, absolument oui. Et peut-être que c'était même naïf de s'attendre à quelque chose de différent parce que malheureusement, depuis quelques années, l'Union européenne continue de nous décevoir. À chaque fois qu'il y a une crise importante, à mon avis, la réponse n'est jamais à la hauteur. Cette fois-ci, le président du Conseil italien Renzi avait convoqué d'urgence, avait demandé la tenue de cette sommet européen d'urgence pour répondre à la crise humanitaire. La réponse est insuffisante. On n'a que triplé effectivement le montant du budget, mais c'est quand même inférieur à ce que la seule Italie dépensait alors quand il y avait l'opération Mare Nostrum, qui après a été substituée par Triton au niveau européen. Donc toute l'Europe s'engage à faire moins de ce que la seule Italie faisait jusqu'à il y a quelques mois. En plus, après, il faudra affronter toute la situation de façon globale, mais là, il y a une urgence humanitaire tout de suite à résoudre et on n'a pas les moyens, ni à l'Italie, ni à l'Europe. Alors, il y a la question des passeurs qui a été aussi mise sur le devant de la scène, avec notamment l'Italie qui déjà gère cette urgence à ce niveau-là et qui a déjà interpellé plusieurs trafiquants d'êtres humains. Depuis des années, on a effectivement malheureusement un peu l'expertise de ce genre d'affaires parce que même dans les années 90, on était très engagé contre les passeurs qui venaient d'Albanie, qui organisaient la traite des immigrés albaniens vers l'Italie. Là, c'est
le centre de la Méditerranée. Mais c'est un aspect, mais un petit aspect de grand enjeu qui est ces exodes bibliques. On parle, les prévisions en 2015 parlent d'1 million, peut-être entre un demi-million et 1 million de gens qui essaieront de débarquer en Europe. Et là, la réponse, pour l'instant, est complètement insuffisante. Et il y a un travail à suivre sur ces réseaux de trafiquants également, du côté de la Turquie, Ariane Bozon. Et parce qu'il y a aussi par terre, il y a Voilà, il y a oui, autre on dit qu'il y a autant par terre d'ailleurs que par mer. Et oui, alors, la Turquie est une des plaques tournantes aussi, avec une ingéniosité dans les réseaux d'argent. C'est basé sur quoi? Sur le cash, sur la parole, sur la confiance. Avec des tas d'intermédiaires qui ne se connaissent pas les uns les autres. C'est toutes les mafias qui se mettent ensemble. Voilà. Alors, d'ailleurs, on dit que le trafic de drogue est supérieur au trafic humain, mais de peu. Si vous voulez, je crois qu'en 2011, le rapport de l'Organisation internationale pour l'immigration avait chiffré de 3 à 10 millions, 3 à 10 milliards de dollars, le chiffre d'affaires, entre guillemets, de ces trafics. Et ce qui est très intéressant, c'est cette espèce de tentacule. On peut très bien donner... Quand on part, par exemple, quand un passeur part, et disons qu'il part de Turquie, eh bien, il ne va pas être payé avant d'avoir accompli sa tâche. Et s'il est arrêté, l'argent, on sait où il est, et l'argent lui sera versé à un avocat pour le défendre. Il y a un système extrêmement bien organisé. C'est un système mafieux. C'est un système mafieux, mais à grande échelle, quoi. Alors là, on a cherché plusieurs solutions au niveau de l'Europe pour gérer cette crise. Le quotidien Libération, lui, le dit carrément. Est-ce qu'il faut légaliser l'immigration? Alors, bon, voilà une solution qui est avancée. D'autres prônent au contraire une autre méthode. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. La méthode australienne, c'est celle de bloquer des bateaux et interdire l'accès des migrants. Ça s'appelle frontières souveraines. En 18 mois, le nombre de bateaux est passé à 0. Voici le clip qui est diffusé par les autorités et par l'armée australienne. Si vous arrivez par bateau, sans visa, vous ne ferez pas de l'Australie votre maison. La règle s'applique à tous. Famille, enfants, enfants non accompagnés, diplômés, qualifiés, il n'y a pas d'exception. Alors, on peut se poser la question, est-ce que cette méthode est applicable à l'Europe ? Et ça suppose de gros moyens. Et d'abord, il faut être réaliste. C'est un pays, là, c'est plusieurs pays qui sont concernés. Au niveau européen, il va falloir élaborer une vision, une méthode et un plan d'action. Et je crois que cette question va durer... pour les prochaines années, va être la question centrale. Et je crois que si on va la traiter d'une façon partielle, conjoncturelle, ça va être de l'argent gaspillé. Et c'est tellement grave pour la situation en Europe, et la pauvre Italie est la première exposée à cette réalité-là. Je crois qu'il y a... Mais il y a une autre question qui pose problème, c'est que quand il y a urgence, c'est déjà trop tard, comme diraient les sages. Je pense qu'on ne doit pas traiter cette question-là dans ces circonstances dramatiques. Il va falloir se planifier, regarder l'avenir. Et je pense que quand on regarde l'Afrique, et les conflits qui touchent l'Afrique, parce qu'il y a deux versants en Afrique. Il y a l'Afrique qui marche et l'Afrique qui est dramatiquement plongée dans le chaos. De la Somalie, Boko Haram, Nigeria, la Libye, tout cela, ça va être une source de cette filière d'immigration et qui va s'amplifier. Alors, pour cette méthode australienne, l'Italie a même envisagé peut-être d'envoyer des drones pour... C'était dans l'émotion du moment, je trouve que ça a été un peu un ballon d'essai pour pour donner l'impression qu'on pensait à toutes les solutions possibles. Après, déjà, l'Italie n'a pas de drone à sa disposition. Il faudrait qu'avec l'aide européenne, on arrive à envisager ça. C'est tout à fait impossible, on l'a vu lors du sommet. L'exemple australien, à mon avis, est très intéressant parce que, comme a été rappelé tout à l'heure, ça démontre qu'il faut énormément de moyens. Si on choisit une solution de ce type-là, qui est une solution très radicale, très même, je vais dire, importante d'un point de vue éthique, il faut assumer après si on décide de faire quelque chose comme ça, mais il faut prendre la responsabilité, il faut des moyens énormes. Sinon, il y a l'autre possibilité, par exemple, envisager une libéralisation, de toute façon d'essayer. Mais de toute façon,
il faudrait avoir une vision, il faudrait choisir une route, alors que pour l'instant, l'Europe donne l'impression de rester comme ça, de rester en Allemagne, la réaction de l'Allemagne, Angela Merkel, ses décisions par rapport à ce sommet. Merkel, elle a dit, maintenant on a parlé, maintenant il faut des actions. Ce qui joliment dit. Oui. Mais je citerai plutôt la Süddeutsche Zeitung qui, par rapport aux militaires qui détruiraient des bateaux des trafiquants, qui appelle ça une démonstration de force pour la frime. Et c'est un peu la même chose que je trouve du côté des Australiens, parce que peut-être que ça marche, mais c'est quand même très manichéen. Et puis, ça ne va pas au fond du problème, bien sûr. Maintenant, que faire ? En Allemagne, on a discuté, on a fait des sondages même, donc il y a la moitié des Allemands qui sont prêts à accueillir plus de réfugiés. On a actuellement 600 000. L'année dernière, il y avait 200 000 de demandes d'asile. Et quand je dis la moitié, c'est pas mal, mais il y a aussi 44% qui ne voudraient pas, et donc ça montre que ce n'est pas aussi unanime, mais il y a quand même 70% des Allemands qui sont pour une légalisation de l'immigration légale, enfin pour une nouvelle réglementation qui permettrait à des gens de venir légalement au pays et de travailler. Et je vous dis, c'est des pistes à explorer, surtout que l'Allemagne a besoin d'immigrer dans les années à venir. Il y a alors l'OCDE dit 400 000 par an, il y a des économistes allemands qui parlent de bien plus, voilà, avec la démographie qui décline. Alors on a vraiment besoin de ça, et même déjà aujourd'hui, parce qu'on peut faire des projections pour les années 250 où il y aura, au lieu de 45 millions de gens qui travaillent aujourd'hui, il n'y aurait que 29 millions, mais plein de retraités pour qui il faut aussi payer la retraite. Et donc, mais quand on parle d'aujourd'hui, l'année dernière, la Bavière, par exemple, il manquait 10 000 apprentis dans les PME en Bavière. Et actuellement, donc depuis 6 mois, ils font des expérimentations, si on peut dire, c'est-à-dire les PME embauchent des demandeurs d'asile comme apprentis. Maintenant, avec le risque que si leur demande d'asile est rejetée, ce qui peut être le fait que la Tunisie n'est pas considérée comme dangereux, etc. Ce jeune garçon, il doit repartir et il ne reste pas en Allemagne, alors qu'on aurait investi en fait dans son apprentissage. Est-ce que la question peut se poser aussi de l'autre côté de la Méditerranée, sur le continent africain, à qui on prédit pourtant ces 30 prochaines années comme des 30 glorieuses? On dit que l'Afrique est en train d'évoluer, d'exploser économiquement. On peut le remarquer sur certains pays, mais pas partout. Est-ce que c'est à l'illusion d'optique? C'est-à-dire que vraiment, il y a, comme je disais tout à l'heure, l'Afrique, aujourd'hui, c'est 1 milliard d'individus. En 2050, c'est 2 milliards. Vous imaginez, avec ces 2 milliards, 70% de jeunes, c'est-à-dire qu'il faut l'éducation, de l'emploi, de traiter les gens au plan de la santé. C'est-à-dire que les besoins vont être considérables. Et je pense qu'en fait, il va y avoir deux choses. C'est-à-dire que si la croissance est inclusive, l'Afrique va s'en sortir, parce que c'est un continent de 30 millions de kilomètres carrés, il y a de l'espace, il y a une biodiversité absolument unique dans le monde. Si on continue à être dans une machine égalitaire économique, ça va être explosif. Et je pense que... Est-ce que les solutions ne sont pas vers là, justement? Comment Les solutions ne sont pas de ce côté-là? Parce que, en termes de gouvernance, c'est-à-dire que les décideurs, ces questions ne sont pas abordées, ne sont pas il n'y a aucune planification, aucune vision stratégique de l'avenir, et que les États, il y a 54 États en Afrique, c'est des États atomisés, il n'y a pas une vision d'ensemble. Petit à petit, on s'achemine vers cette idée panafricaniste des États-Unis d'Afrique, mais on en est encore très très loin. Il y a déjà de vrais problèmes à résoudre au quotidien, et je pense que il y a cette question. Il faut que l'Afrique... Sur ces migrants qu'on voit arriver aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de migrants. Il faut bien préciser. Il y a ceux qui fuient les guerres, la Syrie en tête de liste, mais il y a aussi ces migrants économiques qui ça existait. Et climatiques bientôt, parce que c'est déjà... la question, c'est qu'en fait, les compétences, il y a de vrais besoins. Il y a une vision d'ensemble autour de l'immigration aujourd'hui. Par exemple, l'Europe
il y a une question centrale sur le déficit démographique. Comment peupler l'Europe pour cette régénération, ça peut permettre aux actifs de générer des retraites et permettre aussi de peupler parce que c'est une régression en termes démographiques aujourd'hui, ce qui se passe. Pour l'Afrique, en fait, il y a une vision concertée qu'il faut engager. Il y a des instances, mais il faut être vraiment aux côtés de la société civile pour pouvoir accélérer ce processus. Martina. Moi, je voudrais absolument parler de l'exemple du Sénégal, parce que on peut voir comment on peut quand même faire des choses en fait sur place. J'ai fait beaucoup de reportages sur la migration clandestine au Sénégal dans les années 2005 jusqu'en 2009. C'était un phénomène épouvantable, c'est-à-dire les jeunes qui embarquaient sur des pirogues pour traverser la mer, ils disaient Barcelone ou Barzac. Barcelone, donc l'Europe, l'Eldorado, ou bien Barzac, ça veut dire le paradis après la mort. Donc ils prenaient ce risque, et c'était les piroguiers par exemple, ils gagnaient mieux leur vie en donnant leur pirogue bien sûr à des trafiquants. Les pêcheurs, ils gagnaient mieux leur vie en essayant la traversée que d'aller pêcher dans les eaux sénégalaises qui étaient par ailleurs vidées par des grands navires internationaux. Donc, mais comment le phénomène a quand même été endigué? D'une part, il y a eu vraiment une surveillance accrue avec Frontex et la police sénégalaise devant les côtes, qui a déjà découragé quand même des gens. Après, il y a eu des aides pour des expulsés qui sont revenus. On leur a donné ou formation de réinsertion. De réinsertion. Mais je crois surtout, ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que la société civile s'est mobilisée. Il y avait des mamans qui ont créé des associations en disant on en a marre de perdre nos enfants dans la mer. Il y a eu des médias. Moi, j'étais dans une radio Oxygène qui organisait des discussions avec des gens. Et ça serait un peu comme ce qu'on a vu là, le garçon qui raconte comment c'est déjà horrible. Alors, ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils ont vécu lors de la traversée, s'ils ont survécu. Et aussi la vie de sans-papiers en Europe. Parce que ça, c'est très important. Si Martina, je vous pense interromps. au Eldorado. Justement, je voudrais qu'on écoute, je vous propose de regarder ce témoignage, celui d'Abdou. Il est sénégalais, cela fait 2 ans qu'il est installé à Paris. Il nous raconte sa vision de son émigration. Quand je pense que j'ai été électricien au Sénégal et je gagnais ma vie convenablement, mais comme les gens qui venaient ici vont bâtir des maisons, être dans le luxe, il fallait aussi faire comme eux. Avoir une belle villa, mettre mon enfant et ma femme, ma famille, c'était ça que je cherchais, mais c'est très dur, c'est très dur. La réalité, c'était pas ça. La réalité, c'était pas ça. C'est le mirage aussi. Voilà. Et justement, il y a eu, juste encore un mot, parce que j'aime beaucoup ce sujet, il y avait aussi les artistes sénégalais qui ont chanté, c'est-à-dire eux qui voyagent, qui voient comment c'est. Ils se sont aussi mis, Omar Pène, en 2005, il a fait une chanson Liberté, il a appelé les jeunes de rester au Sénégal et de construire leur pays, Takaifa. Et il y a beaucoup d'artistes comme ça, et je crois que ça, c'est une dynamique dans les pays même qui peut vraiment arriver à quelque chose. Rapide tour de table, oui, Stéphano. C'était pour ajouter qu'évidemment, il y a le côté immigration économique, comme on l'a vu tout à l'heure avec ce témoignage. Je voudrais vivre dans le luxe, je voudrais bâtir mon villa. Mais en même temps, ces jours-ci, on assiste à une immigration terrible des réfugiés, des gens qui essaient de fuir des massacres horribles en Syrie, ou au Soudan, par exemple, dans d'autres régions du Moyen-Orient. Il faut donner une réponse à eux. L'urgence, c'est vrai qu'elle est... Donc, il faudrait essayer d'avoir une politique qui pense aussi sur l'accueil de ces réfugiés de guerre. C'est autre chose, et surtout dans les médias. Ariane, vous vouliez intervenir? Une toute petit progrès. On a critiqué l'Union européenne. Fin 2013, elle a réussi à convaincre le gouvernement turc d'un accord de réadmission. C'est-à-dire que vous savez que 60% des clandestins passent par la Turquie. Donc, selon cet accord de réadmission, si un clandestin est parti de Turquie, la Turquie
a signé et doit accepter de le recevoir. Bon, ça ne résout pas le problème parce qu'il essaiera de partir de nouveau. Mais l'Union européenne a un petit peu avancé sur ce sujet-là. Alors, pour terminer sur ce sujet, cette photo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, voilà, c'était tous ces dirigeants européens et africains main dans la main. Vous vous souvenez de ce défilé, c'était lors du 11 janvier à Paris. Et là, sur un bateau de migrants, voilà, qui est assez symptomatique de ce qui se passe en ce moment, peut-être le naufrage de l'Europe, comme certains le titraient dans les journaux. Et puis encore un dessin de Kroll, voilà, sommet européen extraordinaire. Attendez, disent les dirigeants européens, on cherche une idée pour que vous n'arriviez pas à partir. Voilà, sympa, merci, répondent ceux qui attendent de l'autre côté de la Méditerranée. Nous poursuivons notre tour de l'actualité de la semaine et cette fois, il nous emmène en Indonésie où un Français condamné à mort est en sursis. Visiblement, la France a toute cette semaine mis son poids diplomatique dans la balance pour implorer la clémence des autorités indonésiennes. Jusqu'au dernier moment, nous devons tout faire pour que l'exécution n'ait pas lieu. L'abolition de la peine de mort, pour nous, est un principe essentiel. Mais là, pour le cas humain, pour Serge Atlaoui, surtout par rapport à ce qu'il a fait et a été reconnu, la mort ne peut pas être la sanction. Voilà, peine de mort qui, je vous rappelle, a été abolie par 105 pays dans le monde. Une cinquantaine n'y ont plus recours depuis plus de 10 ans, mais 38 l'appliquent toujours. Serge Atlaoui, c'est de lui dont on parle, condamné à la peine capitale donc pour trafic de drogue, emprisonné depuis 10 ans. Il clame depuis toujours son innocence. Alors, son dernier recours a été rejeté en début de semaine, mais pour l'instant, contrairement à d'autres condamnés à mort, il n'a pas été placé donc à l'isolement, contrairement à ceux qui pourraient être exécutés dans les heures qui viennent. Un chef d'État qui s'investit donc personnellement pour tenter de sauver un ressortissant de son pays. Est-ce que la question fait débat? Est-ce qu'on peut parler d'ingérence ou pas? Qui veut réagir à ça? D'abord, il faut savoir que l'Indonésie a signé en 2006 le pacte international sur les droits civils. Ce pacte dit vous ne pouvez pas... normalement, la majorité des pays l'ont fait dans le monde depuis 1966. On ne doit pas condamner à mort sauf pour meurtre. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est pas le trafic de drogue ne doit pas être une raison de condamner à mort. Ils ont signé ça, comme une grande partie des pays dans le monde. Alors, c'est là où toute la difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, la France, si l'Indonésie veut condamner à mort les trafics de drogue, elle n'a rien à dire, sauf si le procès ne s'est pas fait dans les règles de l'art. C'est ce qu'a l'air de dire la France. Et c'est ça le problème. Et c'est, à mon avis, la brèche dans laquelle ils peuvent entrer. Ils peuvent contester, mais ils ne peuvent pas dire l'Indonésie fait ce qu'elle veut. Si elle veut condamner à mort un trafiquant de drogue, supposé trafiquant de drogue. Hicham, votre réaction? Dans cette affaire-là, il y a une position de principe, c'est-à-dire que la France est contre la peine de mort, mais il y a aussi cette fierté d'une nation, c'est de défendre ses citoyens. Et ça, je pense que... l'Amérique l'aurait fait, d'autres pays qui ont cette notion importante de la vie humaine. Je pense que c'est du devoir du président de la République de se mettre en première ligne. Oui, Martina, Stéphano, oui. En même temps, ce que je trouve un peu audacieux, c'est comment dire, poser la question d'un point de vue de défense des droits de l'homme, de défense de l'attitude de la France qui en 1941 abolit la peine de mort. Je trouve que le président Hollande a un petit peu l'attitude de fierté de quelqu'un qui a vu Robert Badinter parler de ça, et donc on revendique ça, on assume ça, et c'est bien. En même temps, il y a énormément de pays dans le monde, malheureusement, qui gardent encore la peine de mort, la Russie, les États-Unis, la Chine. Et donc, je me demande si c'est le bon moment pour poser la question en général de la légitimité de la peine de mort, ou plutôt d'essayer de trouver une petite brèche légale, par exemple, ou sinon carrément en accord avec le gouvernement indonésien pour la libération du ressortissant français. Martina. Alors, par rapport à ce que disait Hicham, l'Australie a essayé un bras de fer avec l'Indonésie et ils ont notamment dit, mais rappelez-vous comment on vous a aidé lors du tsunami? Et les Indonésiens, alors l'opinion publique, voilà, ils ont très mal pris. Ils ont commencé à collecter de l'argent
pour rembourser ou pour payer, et des Australiens, ils ont été exécutés. Alors donc, je pense que, et prudemment, mais quand même que le président Hollande, il fait une diplomatie un peu plus élégante. Et d'ailleurs, bon, on ne peut pas encore savoir comment ça va se terminer, mais pour l'instant, c'est déjà bien que le ressortissant français n'est pas dans le lot de ceux qui sont dans la cellule de la mort. Voilà, mais il faut dire aussi que le président Hollande, il s'occupe quand même, pour l'instant, il a fait des sans-fautes en ce qui concerne les otages, en ce qui concerne des Français qui ont des problèmes à l'étranger. Alors il faut espérer que... Qu'en est-il de ce président indonésien qui vient d'être élu il n'y a pas très longtemps, qu'on présentait à une époque, en tout cas au moment de son élection, comme le Obama indonésien? Il a fait regardez la une du Time avec ce titre, hein, Espoir, peut-être. Mais en tout cas, il a fait de la lutte contre le trafic de drogue vraiment sa priorité, il a l'air intransigeant, et il a donc rejeté plusieurs demandes de clémence jusqu'à présent. C'est évident qu'il y a une sa marge de manœuvre est très limitée. Il y a une dimension politique, il y a une dimension contre la dégénérescence de l'Occident. Il y a toujours cette idée-là, quoi. Pas seulement, c'est à protéger aussi la société. Oui, mais il y a aussi quand même cette idée-là. Nous sommes... Bon, il y a quand même beaucoup de pays musulmans. En tout cas, c'est l'argument qu'il avance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de pays européens qui aident, comme ça, un certain nombre de pays à combattre le trafic de drogue, mais qui sont en train de faire marche arrière quand ils voient que, en aidant ce qu'on a lutté contre les trafics de drogue, en livrant éventuellement des trafiquants, les personnes qui livrent sont condamnées à mort. Le Danemark, il y a 2 ou 3 ans, a dit bon, moi j'arrête d'aider parce que quand je trouve un coupable, etc., ben, il va aller à l'échafaud dans le pays où je vais le remettre. Donc il y a aussi un petit problème, c'est que ces pays européens ou occidentaux qui aident, ben, finalement ils disent attention, là je suis en train peut-être de jouer leur jeu et il ne faudrait pas exagérer, quoi. Alors apparemment, en Indonésie, on est plutôt d'accord, hein, la société indonésienne est plutôt pour la peine de mort et soutient, et plutôt émue par le cas de cette Philippine qui est domestique, qui elle aussi risque d'être exécutée dans les heures prochaines, là aussi hors de poids de mesure par rapport à ce que pourrait représenter un Français qui aurait participé au trafic de drogue ou pas. On peut se poser la question. C'est-à-dire, c'est clair que pour les Indonésiens, qui eux peut-être subissent cette loi et ces punitions, déjà que ça paraît bizarre que parce que c'est un Français, on va faire une exception. En politique intérieure, ça va être très difficile à faire admettre, je pense. Ça, c'est compréhensible. Une justice à géométrie variable et ruine la crédibilité d'un État, d'une politique. C'est un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est quand même très fin de parler plutôt de la France, donc de l'abolition de la peine de mort et des choses comme ça, que d'essayer un bras de fer sur d'autres arguments. Enfin... Voilà pour ce sujet, en tout cas, dossier à suivre évidemment, car pour l'instant, on n'en sait guère plus sur ce qui se passe en Indonésie, et pour l'instant, donc, le français ne serait pas sur la liste de ceux qui vont être exécutés dans les prochaines heures. On passe à notre dernier sujet dans Kiosque, d'une manière un petit peu plus légère, si je puis dire. Nous allons, si vous le voulez bien, entamer quelques pas de danse dans Kiosque, ce n'est pas souvent. Profitons-en. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Voilà, alors pourquoi ce clip, allez-vous me demander? Mais parce qu'on a célébré cette semaine les 10 ans de YouTube, et jusqu'à présent, preuve du contraire, et bien écoutez, c'est ce clip qui détient toujours le record de vues. Le chiffre exact, c'est 2,15 milliards de vues sur Internet. Donc ce clip a été rendu célèbre par sa diffusion sur la plateforme YouTube. Une décennie de YouTube, c'est un petit peu ça, hein, c'est le pire comme le meilleur, si je puis dire. Bon, chacun pourra méditer là-dessus. 300 heures de vidéos chargées chaque minute dans le monde, 1 milliard d'utilisateurs. Bref, un succès. Une question, comment faisait-on avant YouTube? Alors, on sait que cette plateforme de partage de vidéos sur le net est
américaine. Elle a aussi permis, donc le pire comme le meilleur, mais aussi la diffusion d'images fortes. On pense aussi à des moments forts, politiquement parlant. Je ne sais pas, Ariane Boson, pour moi, ça a pour vous changé complètement la façon de travailler en tant que journaliste. C'est un bonheur. C'est un bonheur. On trouve les discours, dès qu'on cherche une image pour vérifier si tel homme politique était à tel endroit, enfin, c'est quand même un outil de travail extraordinaire. Ça permet aussi, pour moi qui travaille pour Slate, c'est-à-dire un site, un pure player, ce qu'on appelle un pure player, mais sur le web, ça me permet aussi d'incruster des vidéos, de prouver aussi ce que je dis, c'est-à-dire de dire, bon ben voilà, j'écris en une phrase quelque chose, mais allez voir le lien sur YouTube et vous verrez que ce que je dis n'est pas faux. Donc vraiment pour les journalistes, en tout cas. Certainement, il y a un avant et un après YouTube, parce qu'aujourd'hui, c'est un outil pour soi, une possibilité de se rattraper, de regarder, de butiner. Et c'est absolument unique comme outil, en tout cas de cette autonomie. Est-ce que ça a eu un vrai rôle aussi pendant les révolutions arabes, où n'importe qui pouvait aussi témoigner et diffuser donc, ces manifestations et ce genre d'outils et les réseaux sociaux aujourd'hui aussi. Les moyens de communication de masse. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que tous les grands industriels ont compris l'importance de cet instrument, parce que c'est absolument incontournable. Et c'est un outil qui permet en fait l'accès direct à la visibilité et cette portée mondiale des documents qu'on fait. C'est absolument fabuleux. Stéphano, youtubeur ou pas? Oui, absolument. et d'ailleurs, je trouve intéressant le fait que grâce à YouTube, on peut suivre l'actualité. On trouve des matériels produits récemment, mais aussi des choses qui ont été produites il y a 30 ans, 40 ans, des anciennes émissions de télé ou des petits morceaux des vidéos très anciens, et ça je le trouve impressionnant, c'est-à-dire c'est une sorte de gigantesque mémoire collective, et je le trouve intéressant soit pour le travail, soit pour la vie privée, pour satisfaire des curiosités, c'est ça que je trouve intéressant. Moteur de créativité aussi, YouTube, c'est tous ces jeunes qui peuvent Tout à publier, fait, ça donne, et les musiciens, je sais que vous êtes fan de musique, Martina. Ça a donné une grande liberté aux jeunes, aux musiciens, aux créateurs de toutes sortes, de mettre leurs œuvres en ligne. Et puis, comme le gars là qu'on a vu, qui deviennent célèbres d'un coup, alors qu'avant, il fallait passer par les maisons de disques, par les attachés de presse, par ceci et cela. Mais il y a aussi l'aspect pour l'information, c'est-à-dire que tout le monde peut donner ces informations, et il y a des infos très critiques sur YouTube, je pense à la Turquie, Ariane. Voilà. Mais par contre, je pense qu'il faut faire vraiment attention, parce qu'on est peut-être à un moment où justement cette liberté-là est en danger, parce qu'il y a des lois, pas qu'en France, mais aussi en France, qui essayent de régler tout ça et de museler peut-être aussi. Donc on ne peut pas se priver du meilleur, il faut aussi avoir le pire. C'est un petit peu le mot de conclusion peut-être. En tout cas, Kiosque est sur YouTube, je vous le signale, je signale à tous nos téléspectateurs, ainsi que toutes les autres émissions de TV5 Monde. On va terminer ce Kiosque de ce dimanche avec, comme d'habitude, la semaine de Dilemme qui revient sur le centenaire du génocide arménien. Pour la Turquie, il n'y a aucune preuve du génocide arménien, on n'a pas laissé de témoins. Voilà ce dessin signé Dilemme, voilà ce que dit donc cet officier turc. Autre dossier abordé par Dilemme cette semaine, un mort toutes les 2 heures en Méditerranée avec ce terrible sablier qui laisse tomber une à une ses victimes dans la mer Méditerranée. Encore autre dessin inspiré par Dilemme, les passeurs dans le collimateur de l'Europe. On a un peu trop chargé la barque. Et puis un tout dernier dessin qui a inspiré Dilemme, un projet d'attentat déjoué fortuitement cette semaine à Paris. L'accident de travail tout bête. On sait que le suspect qui avait été interpellé avait été blessé à la jambe. Voilà pour cette semaine de Dilemme. Merci pour ce kiosque du jour. Merci pour votre participation. Je vous invite à regarder les autres programmes sur TV5. En tout cas, vous savez, vous pouvez nous retrouver sur YouTube ainsi que tous les autres programmes de TV5 Monde. Merci. Excellente suite d'émissions et de programmes sur notre chaîne. Merci.